pense qu'on est désormais en ligne. Ah oui, c'est démarré. Alors bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous voir à la veille d'un grand événement, puisqu'on est encore dans nos provinces respectives, mais demain, je pense qu'on se retrouvera tous dans un lieu particulièrement célèbre. Alors donc, on pourra se voir de visu. N'hésitez pas de venir nous voir, hein, puisque Patrimeta sera au stand C34. Bon, on t'entend très bien, Pascal, en tout cas. Oui, vous êtes bien en direct, hein, tout se passe bien, Pascal. Tu disais, ça a coupé, c'est 34, et ensuite Voilà, donc juste pour vous donner en quelques... Et juste donner une petite précision pour lancer le sujet. Donc, nous allons débuter cette 4e étape dans notre cycle de conférences. Et l'idée que l'on a, c'est effectivement de vous parler d'un sujet qui est un peu moins évident que d'habitude, puisqu'on va vous parler de transition juste. Il va falloir bien sûr démythifier le mot et l'expliquer fortement. Et Cédric va nous faire le plaisir de nous parler du sujet et d'une façon assez explicite pour qu'on puisse à la fois mieux comprendre ce thème et comprendre comment on peut investir sur ce thème avec deux choix particuliers, à la fois avec les équipes d'Ecofi, et c'est Antoine Dumont qui va pouvoir présenter comment il répond à ce questionnement, et puis Bruno Vacossin, qui est gérant action chez Palatine, qui va pouvoir nous parler de ce sujet. Je vais passer le ballon à Cédric, qui va animer cette conférence. Merci beaucoup à toi, Cédric, et je te passe la main. À toi de jouer. Bon, eh bien, merci Pascal pour cette introduction. L'idée, merci d'avoir organisé cette conférence sur le thème de la transition juste, parce que c'est un sujet qui est important. Vous savez que depuis 2015, on a parlé beaucoup je dirais, de transition, de transmission écologique, de changement climatique avec les accords de Paris. En 2020, avec le Covid, on a parlé beaucoup de souveraineté économique avec les vaccins. En 2022, à cause de la guerre en Ukraine, on a parlé beaucoup d'indépendance énergétique. En 2024, il est temps de parler d'un thème qui est la transition juste. Nous aurons dans cette conférence d'une quarantaine de minutes, il y aura à peu près 8 questions où chacun des intervenants que je vais représenter répondra sur un format de 3 ou 4 minutes, de manière à ce qu'on reste très dynamique. N'hésitez pas en fin de conférence à envoyer des messages pour qu'on puisse tenter de répondre à vos différentes interrogations. Alors, tout d'abord, Antoine Dumont, vous êtes directeur de la distribution et des partenariats chez Ecofi. Et élément important, pourquoi est-ce que vous avez souhaité participer à cette conférence? Parce que vous êtes une entreprise à mission. Quant à vous, Bruno Vacossin, vous êtes gérant de portefeuille de Palatine Asset Management et vous avez aussi votre crédibilité à intervenir dans cette conférence puisque vous avez co-rédigé un petit livre blanc sur l'emploi durable en France et en Europe, source de performance financière à long terme. Alors moi, je sens qu'on va parler dans cette conférence beaucoup d'éléments non financiers, Et est-ce que tout d'abord, Bruno, est-ce que vous pourriez nous parler, nous dire quelle est selon vous une définition d'une transition juste, question que je poserai également à Antoine juste après. Oui, alors dans le concept de transition juste, nous on part chez Palatine Asset Management de la définition institutionnelle de l'Organisation internationale du travail qui stipule que la transition écologique ne doit pas se faire aux dépens de la question sociale. Là, on est vraiment au cœur des questions de durabilité et chez nous, chez PAM, la durabilité, on en fait un axe de développement majeur dans la politique d'investissement de nos portefeuilles et même dans l'organisation des solutions d'investissement que l'on propose. Donc concrètement, sur ce sujet, on marche sur 2 jambes, on s'appuie sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier environnemental. Le second pilier, c'est le pilier social. Et cette double approche va irriguer toute notre gestion.
Aujourd'hui, la question de la durabilité au sein des sociétés de gestion n'est plus un sujet. C'est une réalité, un nouveau mode de fonctionnement pour créer de la valeur économique. Et la valeur économique, c'est la valeur financière pour les investisseurs. Dans ce sens, ouais. Donc, ce qui veut dire, en fait, Bruno, c'est qu'aujourd'hui, on va non pas parler uniquement de E dans ESG, mais qu'on va parler aussi de S. Et d'ailleurs, ça sera le sens de l'entretien qui va suivre complètement. Est-ce que, Antoine, quelle est selon vous, au sein, vous représentant de Ecofi, la définition que vous donneriez à la transition juste ? Je compléterai cette définition. On est tout à fait d'accord pour dire qu'évidemment, c'est une transition qui doit s'appuyer sur deux pattes, sur deux piliers, l'environnement, le social. Finalement, la transition juste est un concept dont l'objectif est d'assurer que la transformation vers une économie plus durable, bas carbone, se réalise de manière équitable et acceptable. Il faut qu'elle soit bénéfique pour tous et surtout qu'elle minimise les impacts négatifs sur ceux qui risquent d'être les plus touchés. Maintenant, c'est une équation qui est difficile à résoudre parce qu'on sait très bien que le monde dans lequel nous vivons, le monde moderne qui repose essentiellement sur des énergies fossiles qui dominent encore très largement de la tête et des épaules le mix énergétique mondial. C'est plus de 80% du mix énergétique mondial autour du gaz, du pétrole et du charbon. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est en partie les énergies fossiles qui ont permis d'augmenter le niveau de vie mondial, qui ont permis de faire refluer l'extrême pauvreté dans le monde, de favoriser les échanges, de diffuser les connaissances, d'accroître de façon extraordinaire les rendements agricoles et de permettre un meilleur accès à la santé, pour ne citer que ça. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de se passer délibérément de ces sources d'énergie qui sont abondantes, quand bien même ce sont des énergies de stock et donc tarissables, elles restent abondantes, elles sont pas chères, elles sont formidablement efficaces, mais quand on les utilise, il y a des externalités négatives qui sont beaucoup trop fortes en termes de dérives climatiques, de pression sur les ressources ou d'impact sur la biodiversité qui sont absolument non soutenables à moyen et long terme. Et donc l'objectif, et c'est ce que vous avez souligné en introduction, les accords de Paris de 2015 le stipulent également, il faut aller vers une transition juste qui vise à rendre la transition vers des économies bas carbone à la fois équitable et acceptable pour toutes les parties prenantes. Alors, moi, j'entends tout à fait ce thème général qui est, comment dire, qui est très respectable, mais comment vous, Antoine, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme argumentaire pour qu'on puisse développer, nous, conseils en gestion de patrimoine, comment dire, cet axe-là et nous convaincre d'investir dans des fonds qui sont de transition juste chez Ecofi? Alors, je pense que pour répondre à cette question, il y a au moins 4 arguments phares que l'on peut utiliser. Le premier, c'est déjà de dire que c'est un levier de performance dans la durée. Pourquoi? Parce que les fonds de transition juste investissent très souvent dans des secteurs qui sont en forte croissance, tels que les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique ou encore toutes les technologies qui permettent de réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Donc là, on est vraiment sur des leviers puissants de performance à long terme. Deuxième argument, en investissant dans des fonds de transition juste, on investit dans des entreprises qui seront plus résilientes à long terme parce qu'elles sont positionnées, elles sont mieux préparées face aux réglementations futures, qu'elles soient environnementales ou autres. Et en fait, on évite aussi en partie des entreprises qui pourraient être impactées par des réglementations plus strictes ou par des changements de préférence des consommateurs. Donc en fait, le deuxième argument, c'est de dire qu'on va minimiser en partie les risques réputationnels, les risques financiers et les risques réglementaires. Le troisième point, le troisième argument phare, c'est que ça nous permet de diversifier les risques. Les fonds qui sont engagés embarquent généralement des biais sectoriels qui sont assez forts. Donc, on va se couper de pans entiers de la cote. On va se couper notamment des énergies fossiles, du tabac, des armements controversés, des pesticides et j'en passe. Et donc, dans une matrice de décorrélation, quand vous construisez une allocation, c'est intéressant d'avoir des catalyseurs, des leviers de performance qui sont différents et complémentaires. Et enfin, le dernier point, et c'est sans doute un point majeur, un argument central, c'est que c'est un enjeu générationnel. Donc le fait de proposer à des clients des fonds engagés sur la transition juste, c'est répondre à une demande certes naissante, mais fortement croissante. Alors, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est que moi j'ai fait cet été une enquête de satisfaction pour parler des thématiques liées à l'ESG et j'étais très surpris de voir que ma clientèle, qu'elle soit de moins de 35 ans, de 35 à 55 ou à plus de 55 ans, elle était clairement concernés par cette thématique-là. Moi, je pensais que c'était effectivement principalement des jeunes, des jeunes trentenaires, et la plus grande majorité, en fait, c'était des gens de notre âge. Enfin, je parle du mien, peut-être pour vous aussi, Bruno, mais j'ai entre 45 et 55 ans. Bruno, une remarque. Quelles sont les motivations pour un établissement tel que Palatine Asset Management pour développer
ce concept de transition juste? Oui, alors, déjà, Michel Escalera, notre directeur général depuis 4 ans, a encouragé et développé ce concept de transition juste chez PAM, mais il faut savoir qu'il existait déjà un terreau de culture, hein. Je vais faire un petit historique rapide. PAM, Palatine Asset Management, a été une des premières place à avoir un fonds labellisé ISR. C'était en 2009 avec le fonds Palatine Nord Bleu, que je gérais d'ailleurs, un fonds sur la thématique de l'eau. Et puis très rapidement, on a étendu à l'ensemble de nos fonds l'approche ESG. Et donc, comme je disais, à l'arrivée de Michel Escalera, il a encouragé la mise en place du pilier S social à travers ce concept qui nous permet aujourd'hui de parler de la transition juste. Alors pourquoi ça a été fait? Pourquoi il l'a fait? Trois raisons. Premièrement, parce que c'était d'abord un excellent moyen de prendre en compte le cadre réglementaire, MiFID II, afin de flécher l'intérêt du client sur la partie sociale. Deuxièmement, parce que le S, c'était le parent pauvre de l'ESG. On parlait beaucoup de l'environnement, mais moins du S. Et là, il y avait une vraie opportunité, aussi bien chez nous, chez PAM, que sur la place. Et puis troisièmement, parce que les travaux qu'on a menés nous ont convaincu vraiment que la prise en compte de la stratégie sur le capital humain était créateur de valeur. J'y reviendrai par la suite. Avec plaisir. Question pendant, donc Antoine Dumont, le concept de finance durable / responsable, bon, elle est clairement dans l'ADN d'Ecofi. Donc, comment est-ce que la transition juste, elle s'exprime dans la gamme de vos fonds et de votre gestion? Alors, vous avez raison, Cédric, de le souligner, hein, c'est le cœur de notre ADN, la finance durable. Ça fait plus de 50 ans qu'Ecofi est un acteur très engagé autour de ces questions-là. On est d'ailleurs, et on le soulignait tout à l'heure, la première entreprise à avoir adopté le statut d'entreprise à mission. Notre objectif étant de bâtir des solutions d'investissement qui vont à la fois allier la performance financière et le respect de l'homme et de la planète. Et donc ça se traduit par le fait que nous ne faisons que ça, et c'est une grande cohérence chez nous. On n'a pas un compartiment ISR qui pourrait jouxter un autre compartiment qui pourrait faire quelque chose de différent. Et on considère d'ailleurs à cet égard que le rôle de la finance est de flécher les capitaux vers les sociétés qui apportent des solutions plutôt que vers celles qui génèrent ou qui aggravent les problèmes. Et chez Ecofi, on a donc une gamme qui est 100% ISR avec une méthodologie propriétaire, extra-financière, qui encapsule l'entièreté de nos fonds. Cette méthodologie s'appelle Prism et intègre plusieurs critères liés à la transition juste pour décider ou non d'investir finalement dans une entreprise. Ça peut être la prise en compte de l'impact social des produits ou des services proposés par une société. Ça peut être la promotion du dialogue social et de la participation des salariés. Et de surcroît, et ça c'est un point important, on surpondère 3 critères sociaux: la non-discrimination et l'égalité des chances, les relations responsables avec les clients et l'ODT 5 avec la parité homme-femme. On a également, et c'est un point évidemment saillant dans notre approche, c'est que l'engagement actionnarial est au cœur de notre action. On dialogue en permanence avec les sociétés et on réinsère systématiquement la dimension sociale pour voir comment les sociétés, les entreprises intègrent les différentes parties prenantes dans leur transformation. Et le dernier point pour répondre à cette question qui me semble si essentielle, c'est l'aspect solidaire. Chez Ecofi, nous sommes la société de gestion française qui finance le plus les entreprises qui ont le statut ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Et ça, c'est extrêmement concret pour les clients. Je peux vous donner un exemple, hein. On finance notamment une association qui s'appelle Rebelle, qui vise un double objectif. Le premier, c'est la réinsertion sociale pour des personnes très éloignées de l'emploi. Comment? En leur permettant de fabriquer des confitures avec les invendus des supermarchés. Et donc là, vous avez un double objectif, réinsertion sociale et lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on est dans ce double objectif social et environnemental qui se retrouve au centre du concept de la transition juste. Bon, en tout cas, de belles initiatives. Bruno, il y aura aussi Antoine derrière. Donc, on a parlé de beaucoup d'éléments non financiers et c'est tout à fait respectable, mais qu'en est-il en fait, je dirais, entre performance et, et transition juste? Est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme? Alors, antagoniste, non, absolument pas, surtout pas. Bon, vous avez rassuré. Vous avez raison. Bon, vous avez raison de poser cette question parce que pour y répondre, moi, comme je suis gérant de fonds, mon métier, c'est vraiment créer de la valeur pour les porteurs. Ça fait plus de 20 ans que je me vertue à créer de la performance financière. Donc, investir sur la transition juste, c'est vraiment investir sur les gagnants de demain. Pour investir sur les gagnants de demain, il est nécessaire de prendre en compte la dimension environnementale d'un point de vue économique ou réglementaire. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, il est nécessaire d'embarquer la force collective
d'une organisation, de s'appuyer sur le S. Alors, ce concept sur le S, on le comprend d'une part de façon intuitive, de façon intuitive, parce qu'une entreprise qui met au cœur de sa stratégie la transition juste, ça va attirer et conserver les talents, ça va améliorer l'engagement, le sentiment d'appartenance des salariés, ça va créer un cercle vertueux, source d'innovation, de compétitivité, de productivité pour l'entreprise. Et par conséquent, l'entreprise va avoir sur la durée une bonne performance financière. Ça, c'est le concept intuitif, mais également, ce concept, il est validé d'autre part par de nombreuses études académiques sur lesquelles on s'est appuyé, des études d'universités américaines comme Harvard, Stanford, qui ont montré cette corrélation positive entre emploi de qualité d'une part et performance financière sur le long terme d'autre part. On a travaillé notamment sur une étude d'une université américaine sur la décennie 2009-2019 qui montre que les entreprises les mieux notées par leurs employés, les best place to work, vont générer une performance boursière sur la durée supérieure à l'indice de référence S&P, plus 20% de rendement annuel sur la période 2009-2019 pour ces entreprises les mieux disantes sur l'aspect social, contre plus 12,9 pour l'indice, plus 20% contre plus 12,9 sur une période de 10 ans. Vous voyez, ce n'est pas anecdotique. Et puis une autre étude plus récente, celle-ci, qui date de l'année dernière, une étude de McKinsey. McKinsey a classé plus de 1800 entreprises, tous secteurs, sur près de 15 pays, en 4 catégories. Celles axées uniquement sur le résultat, celles uniquement sur le développement des collaborateurs, celles sans caractéristiques notables, et enfin celles qui nous intéressent, les entreprises à double focale qui combinent d'une part l'humain et la performance d'autre part. Eh bien, ce sont ces entreprises double focale qui gagnent sur la durée. Elles vont avoir de meilleures performances que les 3 autres catégories sur des critères de rentabilité, de stabilité et de résilience. Donc, cette étude illustre complètement, parfaitement et démontre ce qu'on avait déjà mis en place, c'est-à-dire la pertinence de notre stratégie d'utiliser le levier du capital humain comme un levier de performance financière. Moi, je trouve ce qui est intéressant dans vos deux, parce que là, c'est une petite blague. Là, entre prisme et double focale, on parle beaucoup de transmission de la lumière, donc c'est bien, et de transmission internationale d'hommes. Et on connaît tous cette fameuse phrase de Bodin, « Il n'est de richesse que d'hommes ». Et bien évidemment, je pense que le fait d'avoir un très bon climat, de s'occuper correctement, de nos clients, et de nos équipes, ça permet effectivement d'attirer des talents et d'éviter un turnover. Antoine Dumont, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette non-antagonisme entre performance et transition juste? Déjà, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et ce qui me semble aussi très important, c'est de revenir sur la croissance. Quand on achète un actif financier, vous m'accorderez qu'on achète aujourd'hui pour demain, on achète la capacité qu'ont les sociétés à générer de la croissance dans la durée. Et d'ailleurs, cette idée forte que le fondamental se révèle dans la durée et que le cours boursier finit par épouser la dynamique bénéficiaire des sociétés. Et je pense que la vraie question que l'on peut poser par rapport à la transition inéluctable qui est face à nous, c'est la suivante. Où se concentrera la croissance dans un monde qui doit répondre aux grands enjeux de notre temps, que ce soit la dérive climatique, la pression sur les ressources, l'impact sur la biodiversité? C'est des questions massives qui s'imposent à nous. Et dans ce monde-là, là où on est assez convaincu d'une chose, c'est qu'il y a des pans entiers de l'économie qui vont devoir fortement décroître, là où d'autres pans de l'économie vont devoir fortement croître. Donc la thématique de la transition juste, c'est une thématique qui épouse ces transformations qui sont indispensables, et les entreprises qui y sont positionnées vont être portées dans les années à venir. Il y a également un point évidemment important au cours des 5 dernières années qui est venu percuter la façon que nous avons de vivre, c'est évidemment les 2 événements majeurs, à la fois la pandémie Covid qui a mis sous cloche la moitié de la population mondiale et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces 2 événements, bien qu'indépendants de l'un de l'autre évidemment, ont eu comme conséquence commune de remettre en cause profondément la globalisation marchande dans laquelle le monde était inséré au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, il y a un sujet également de regain d'autonomie stratégique sur beaucoup de pans de l'économie, que ce soit la santé, l'énergie, l'agriculture, le
le numérique, etc., qui vont passer par des grands plans, REPowerEU, Green Deal, le plan IRA aux États-Unis. Et ça, c'est également des plans qui apportent de la visibilité et des perspectives de croissance très fortes dans les années à venir sur les sociétés qui seront positionnées sur ces transitions-là. Et peut-être un chiffre quand on revient sur cette idée de dire qu'on achète aujourd'hui pour demain. Il y a un point important, je l'ai cité tout à l'heure, mais les transitions sont devant nous. Le chiffre qui est important à retenir, c'est de dire qu'aujourd'hui, le monde repose essentiellement à plus de 80% sur le gaz, le pétrole et le charbon. Donc évidemment, les transitions sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus devant nous que derrière nous. C'est la raison pour laquelle il nous semble intéressant de venir les insérer dans les allocations, parce que la croissance de demain s'y logera évidemment. Je viens de dire que après cette belle démonstration, comment est-ce que ça s'intègre dans votre gamme, quels sont les fonds que vous mettez en avant? Chez Ecofi ou chez Palatine? Chez Ecofi. Alors chez Ecofi, nous là-dessus, ce que l'on met en avant, alors Cédric, vous le disiez tout à l'heure, on ne retient que 2 fonds pour être un peu plus précis pour les conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent. En arrière, puisqu'il y a eu un petit bug et on n'a pas entendu votre réponse. La réponse précédente? Oui, vous n'avez pas entendu, on vous parlait de fonds et voilà, on vous a retrouvé, mais on est ravis de vous retrouver. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les fonds que vous mettez concrètement en avant dans votre gamme qui traitent de ces problématiques? Les fonds qu'on met concrètement en avant, il y en a 2 essentiellement qui en plus sont extrêmement bien référencés sur les différentes plateformes d'assurance. Vous avez un fonds qui s'appelle Ecofi Agir pour le climat, avec une dimension évidemment très environnementale. C'est un fonds article 9 selon la réglementation SFDR, et c'est un fonds qui a la singularité d'être le seul fonds du marché triplement labellisé. Le label ISR, le label Greenfin sur la partie environnementale et le label Finansol, je l'évoquais, sur la partie solidaire. C'est un fonds qui va avoir une poche de 5 à 10% exposée sur des entreprises qui ont le statut ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un fonds multi-actif européen à dominante action, minimum 60% d'actions, et c'est un fonds qui investit sur des sociétés qui apportent des solutions. J'insiste sur ce point, ce ne sont pas des sociétés en transition, ce sont des sociétés qui apportent des solutions aux sociétés en transition qui souhaitent réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Donc naturellement, on embarque des biais sectoriels, je l'évoquais tout à l'heure. Le deuxième fonds que l'on met en avant, c'est un fonds action international qui s'appelle Ecofi Enjeux Futurs, qui est investi sur des multi-thématiques durables. Donc vous avez l'efficience énergétique, les énergies renouvelables, la gestion des déchets, mais également la nutrition, la santé, entre autres, dans ce fonds-là. Et on va être sous-pondéré structurellement sur la technologie, ce qui en fait un fonds particulièrement complémentaire avec d'autres fonds qui ont été essentiellement tirés à la hausse en termes de performance par l'exposition à la tech ou par l'exposition à l'IA. Et donc cette approche multithématique durable est un fonds qui nous semble particulièrement complémentaire dans une allocation. Bruno, par rapport à notre conversation, votre remarque d'il y a quelques minutes sur ce concept de double focale dans lequel on lie l'humain et la performance, est-ce que vous pouvez un peu nous détailler ce que c'est que ce concept de double focale? Bien sûr. Alors, on va définir comment on retranscrit ce concept qui associe le pilier sur le social et le pilier sur la performance, effectivement ce que McKinsey appelle la double focale. Le focus sur l'emploi durable, c'est le premier pilier. Alors, comment on définit chez Palatine Asset Management l'emploi durable? Eh bien, on mesure une série de critères quantitatifs. Alors, le plus important, le premier de nos critères, bien évidemment, c'est la création d'emplois en absolu, mais on regarde également l'emploi à travers ces différentes verticalités, l'emploi des jeunes, des seniors et des personnes en situation de handicap. Au total, on va mesurer plus d'une centaine de métriques. Donc, des critères quantitatifs, mais également des critères plus qualitatifs, comme la formation, c'est-à-dire des entreprises qui ont des écoles, des universités, des instituts. Et pour nous, la formation, c'est un critère essentiel, primordial pour la création de valeur, pour améliorer l'engagement, le sentiment d'appartenance des salariés et donc réduire le turnover, comme vous disiez, qui coûte cher aux entreprises. On s'intéresse également à la qualité de vie au travail via des politiques liées à la santé, la sécurité, tout ce qui est lié à la rémunération, les salaires, bien sûr, mais pas seulement, tout ce qui est lié aux avantages sociaux, ainsi que les entreprises qui mettent en place des politiques d'actionnariat salarié. On accorde également beaucoup d'importance à la parité femmes-hommes, tout ce qui est lié à la diversité. Donc,
pour résumer sur ce pilier emploi, on va regarder des critères quantitatifs et qualitatifs, plus d'une centaine de métriques. Et puis, très important, le focus sur la performance financière, c'est avant tout un biais sur la qualité et la croissance, des valeurs de croissance, avec d'une part des sociétés, si possible, en situation oligopolistique. Pourquoi? Parce qu'elles ont un pricing power important et elles sont capables, au fil du temps, d'augmenter, d'améliorer leur marge. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, des entreprises capables de produire des résultats solides sur la durée, si possible meilleurs que le consensus. Bref, des sociétés qui publient des résultats en hausse régulière. Donc voilà comment on définit les deux piliers, le social et le pilier lié à la performance. Mais Bruno, en fait, concrètement, dans votre fonds que vous mettez en avant, qui est Palatine Europe Sustainable Employment, comment est-ce que ça se traduit concrètement? Alors, les spécificités de Palatine Europe Sustainable Employment, eh bien, c'est un fonds déjà qui a toute sa place dans une allocation long terme de portefeuille. Hein, on est sur une logique long terme et structurelle. On est sur le meilleur de l'Europe. On est tourné vers la croissance long terme, la croissance mondiale. Et en plus de notre process sur la double focale que j'évoquais, on va se focaliser sur 3 thèmes. Le digital, l'environnement et l'enjeu sur la démographie. Alors, pourquoi ces 3 thèmes? Eh bien, comme l'évoquait Antoine, on sort d'une conjoncture assez compliquée, la crise sanitaire, la crise géopolitique multiple. Eh bien, on se focalise sur ces 3 thèmes parce que ce sont des enjeux à forte visibilité, à forte croissance sur le moyen long terme. Hein, je vais revenir sur chacun des thèmes. La démographie, elle est vue à travers le vieillissement de la population. Donc, on retrouve beaucoup de valeurs pharmaceutiques, santé, des valeurs comme AstraZeneca, Biomérieux et Novo Nordisk. Et puis, la démographie est appréhendée également via l'enrichissement de la population mondiale. Donc, sur cet aspect, on va privilégier des valeurs de consommation discrétionnaire. On peut citer Moncler en Italie, Inditex en Espagne ou Hermès en France. Pour la transition écologique, on va mettre l'accent sur l'efficacité énergétique. Hein, on aime bien des valeurs de gestion de l'énergie qui se développent actuellement dans les data centers avec des forts taux de croissance. Je pense à des valeurs comme Schneider ou Legrand, mais aussi on est positionné sur le leader mondial du câble électrique dont la stratégie est axée sur cette transition énergétique, des valeurs comme Prysmian en Italie. Et puis dernier aspect, principalement des valeurs de technologie, donc dans le digital, qui profitent des thèmes qui font actuellement l'actualité, l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0, la cybersécurité. Donc, dans le portefeuille, on va retrouver beaucoup de valeurs liées aux puces électroniques, au software, au SS2I, et des valeurs qui prennent le tournant du digital dans certains secteurs comme la finance ou la publicité. Voilà comment est construit et ce qui fait les spécificités de Palatine Europe Sustainable Employment. Je trouve qu'on respecte parfaitement le timing, on est limite un tout petit peu en avance, donc c'est parfait, ça laissera de la place aux questions. Antoine, tribune libre, qu'est-ce que vous souhaitez vous ajouter par rapport à ce qui a pu être dit dans l'intérêt de la maison ou pour les clients ou pour nous? La tribune libre. Et même tribune libre. Très bien, non, ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, chez Ecofi, nous avons, et je l'ai évoqué à l'instant, des thématiques durables très engagées. Je parlais d'Ecofi Agir pour le climat, d'Ecofi Enjeux futurs. On est convaincus, et ça c'est un point important, que ces thématiques durables, sur lesquelles nous sommes exposés, l'efficience énergétique, je reviens dessus, la gestion des déchets, le traitement de l'eau, etc., vont être fortement portées dans les années à venir. Parce qu'on ne va pas avoir d'autre choix. Je vous ai parlé bien de l'urgence climatique, de la nécessité de regagner en autonomie stratégique et des grands plans régionaux massifs qui vont le soutenir. En revanche, nous sommes évidemment conscients que ces fonds embarquent des biais sectoriels qui sont forts, qui sont totalement assumés, mais qui sont forts. Ce qui induit des périodes de très nette surperformance, c'était le cas entre 2018 et 2021, mais aussi des périodes de très nette sous-performance, c'était le cas de 2021 à fin 2023. Et dans ce contexte-là, pour parler à des clients qui justement sont peut-être moins sensibles, qui sont sensibles à la thématique, mais qui ne veulent pas embarquer ces biais dans leurs allocations, on met également un fonds en avant, et ça c'est un point que je voulais souligner, qui s'appelle Ecofi Smart
Transition. C'est un fonds action zone euro éligible au PEA, qui est article 9, qui est labellisé ISR et qui est investi sur des sociétés alignées sur la trajectoire 1,5 degré. Mais la différence de nos fonds qui sont investis sur des thématiques durables, c'est un fonds qui va embarquer un risque relatif. Genre, j'insiste bien sur le terme relatif, qui va être très faible parce qu'il est géré selon un processus statistique où l'idée est de minimiser l'écart de suivi par rapport à son indice de référence. Donc, c'est un fonds qui va faire la performance des indices européens en étant ISR, article 9, aligné sur la trajectoire 1,5 degré et qui permet justement de parer d'ISR aussi à des clients qui sont peut-être moins engagés aujourd'hui pour les faire venir vers ces thématiques-là. Et sur un fonds comme celui-là, évidemment, vous avez tous les filtres et toute la méthodologie prisme qui s'applique et notamment les différents critères que j'évoquais autour du S, du social, de la transition juste. Alors pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit avant de laisser la parole à Bruno, moi je pense en fait que le client, bien évidemment, il peut être plus ou moins éduqué là-dessus, mais je pense qu'on a un vrai rôle en tant que CGP d'être formé, d'être informé de manière à pouvoir transmettre cette information-là. Parce que, en fait, je trouve que c'est souvent trop facile de dire dans le profil de risque, y compris sur la durabilité, bon, ça vous intéresse ou pas, vous êtes concerné ou pas. Et si de la manière dont on pose des questions, et si on n'est pas capable, je dirais, d'alimenter des échanges avec ce client à ce moment précis, il va vous dire oui, non, mais, et la performance, etc. Et je pense qu'en fait, qu'on a réellement, nous, en tant que conseil en gestion de patrimoine, un rôle d'éducation pour échanger avec le client. Et ça nous permet aussi, je pense, d'avoir une approche différente de ce que peut être proposé dans des réseaux bancaires. Voilà. Donc je dirais, et au sein des différentes chambres, on parlera aussi de ce que vous avez publié juste après sur l'un et l'autre sur Patrimeta. Vous avez une somme d'informations qui peut nous permettre d'enrichir notre réflexion, on est payé pour ça, pour pouvoir accompagner le client dans sa réflexion qui est parfois pas extraordinairement aboutie. Voilà. Bruno, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans le cadre de cette tribune libre? Bien sûr, oui, alors la tribune libre. Donc, moi, ce que je voulais résumer, sur ce fonds-là, on est vraiment dans une logique forte, hein, puisque investir dans le capital humain, c'est favoriser l'attractivité à travers la marque employeur, c'est favoriser la montée en compétences à travers la formation, c'est favoriser, améliorer la mobilité, améliorer le dialogue social, c'est important. Bref, c'est encourager l'innovation et la productivité, source de valeur économique et donc source de performance financière à moyen long terme. Voilà, ça c'est notre pari, notre conviction. Et on trouve que le storytelling, en restant humble bien sûr, il est inspirant. On a une vraie gestion de conviction sur des valeurs de qualité, des thèmes porteurs à long terme, et on utilise ce concept de transition juste comme un regard pertinent, complémentaire dans notre lecture d'analyse financière traditionnelle. Donc le filtre sur le S, sur l'emploi durable, sur la transition juste, il est vu comme une source de création de valeur sur le long terme, un vrai levier de performance. On est sur un fonds qui a des bonnes performances en absolu, de bons classements sur la durée, sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, et on est, je sais pas, c'est vrai qu'on a une vraie équipe expérimentée et engagée en matière de transition juste. Et juste d'un point de vue tactique, j'ajouterais que on le voit bien encore ce matin, les principales économies mondiales, l'Europe, les États-Unis et la Chine, rentrent dans un cycle de baisse des taux d'intérêt. Et c'est plutôt propice, au style de gestion du fonds, axé sur des valeurs de qualité, mais qui mettent au cœur de leur stratégie l'emploi durable. En tout cas, merci Bruno pour ces précisions. Un message pour Pascal Koeding. Je vais bientôt faire ma conclusion. Donc Pascal, s'il y a des questions, je t'invite à réapparaître à l'écran si tu en as la possibilité afin de poser les questions. Pour ma part, donc, bah voilà, Pascal, tu es le bienvenu. Moi, ce que je voudrais juste dire aux CGP qui nous écoutent, c'est que je les enjoins à faire une chose. Aller sur le site Patrimeta. Pourquoi? Parce que dans le hall 1, on a une somme que je trouve relativement importante donc de partenaires, et en cliquant sur chacun des stands, vous avez la possibilité de récupérer
très rapidement une masse d'informations en un lieu unique. Ça, je trouve que c'est intéressant. Donc, je vous invite tout d'abord comment dire, à jeter un coup d'œil sur Ecofi parce que je trouve qu'il y a toute une série de podcasts qui durent quelques minutes, qu'on peut écouter dans le métro, qu'on peut écouter dans sa voiture ou au bureau, qui nous donnent des éléments comment dire, d'appréciation, de compréhension. Donc ça, je vous invite clairement à le faire. C'est facile, et puis c'est intéressant. Et tout comme au sein de Palatine Asset Management, toujours sur, comment dire, sur le site Hall 1, il y a un livre sur le petit livre blanc. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des bullet points, il y a des conclusions, il y a des visuels. Voilà, donc je vous invite réellement à jeter un coup d'œil et à utiliser régulièrement cette plateforme parce que moi, je trouve qu'en une heure, on peut couvrir, lorsqu'on est à la recherche d'idées, très rapidement, plein d'informations. Et puis, si on a envie d'avoir un contact avec Antoine ou Bruno, hop, on peut se connecter, questions-réponses, c'est ça qui est sympa. Pascal, est-ce qu'il y a des questions? On est un petit peu en avance et, c'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est incroyable et merci pour ces 2-3 minutes de pub pour la plateforme Patrimeta. C'est vrai que on peut retrouver beaucoup de choses et puis surtout, effectivement, on pourra en parler très largement à partir de demain. Oui, alors on a 2 questions. Alors il faut que je bascule entre la plateforme et puisque les questions arrivent sur la plateforme. J'ai 2 petites questions déjà qui sont présentées. Alors, oui, alors la première, c'est pour Bruno, qui a parlé déjà beaucoup sur les axes de sélection de titres au sein du portefeuille Sustainable et Employment Sustainable. Et là, on nous demande de préciser un petit peu dans le cadre de cet univers d'investissement, de donner un exemple concret sur une valeur qu'ils ont sélectionnée et via les filtres qui pourraient être mis en place dans le cadre de la transition juste. Oui, bien sûr, je vais prendre… je ne sais pas si ma question a été exprimée clairement, Bruno. Mais je peux prendre un exemple d'une valeur… On a besoin de concret, Bruno. Oui, une valeur sur laquelle on a communiqué récemment en interne. Je parle de Bureau Veritas, qui est une des valeurs phares du portefeuille à hauteur de 4-5%. C'est une valeur qui est hors indice. La performance depuis le début de l'année, je regardais, on faisait un point, c'est 31%. C'est une des meilleures performances du portefeuille. Alors, Bureau Veritas, c'est un leader mondial. On est dans la testing, l'inspection et la certification. C'est une histoire de croissance des bénéfices par action à 2 chiffres et on est sur un vrai trend de croissance séculaire, une transition énergétique et socialement. J'ai eu l'occasion de les rencontrer récemment et ils ont un discours très optimiste pour la fin d'année. Ça, c'est pour le fondamental dans le processus de gestion de double focale. Donc, un fondamental solide. Et puis, chez Bureau Veritas, on a un vrai focus sur le capital humain. Déjà, c'est une société qui crée des emplois. Bureau Veritas, ils mettent l'accent, ils mettent le focus sur 3 priorités, 3 chantiers prioritaires que sont la diversité, l'équité femmes-hommes et le handicap. Et quand on écoute Bureau Veritas, ces 3 chantiers sont très importants et sont vraiment essentiels pour créer de la valeur. On aurait pu parler aussi d'un autre exemple, c'est Hermès, qui a les meilleures marges du secteur du luxe. Et puis récemment, ils ont mis en place quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment un ancrage sur le territoire. Ils viennent de lancer un atelier d'artisanat en Auvergne, à Rion, dans une ancienne manufacture de tabac, et ils insistent beaucoup sur la formation des personnes qui travaillent dans cet atelier d'artisanat avec un vrai impact sur un territoire français. Donc voilà 2 exemples qui illustrent la façon dont on travaille, dont on gère le portefeuille Palatine Europe Sustainable Employment. Ce que vous dites, Bruno, en fait, là, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut favoriser les sociétés qui embauchent. Ça, effectivement, c'est indispensable. Et puis, la deuxième idée, c'est que certaines de ces entreprises rendent la France plus forte. Make France great again. J'espère que vous avez apprécié mon accent. Pascal, est-ce qu'il y a
tu as parlé de deuxième question. Est-ce qu'il y a une deuxième question? Oui, j'ai une deuxième question. Alors, manifestement, ce sont des conseillers qui ne connaissent pas bien encore Ecofi, hein, puisqu'ils demandent à Antoine quel type d'organisation client ils ont pu mettre en place pour servir au mieux donc, les conseillers en gestion de patrimoine. Alors bon, je pense qu'ils ont qu'à venir vous voir à Patrimonia, hein, mais je pense que déjà, Antoine peut donner quelques indications sur la façon de servir. La question est large. Antoine, Déjà, oui, déjà, on les invite à venir nous voir, évidemment, sur le salon, pour ceux qui seront présents, à Lyon, évidemment. Après, un point important, c'est qu'on a une surface commerciale qui s'est étoffée très largement, hein. Moi, je suis arrivé chez Ecofi en fin d'année dernière. Maintenant, sur les CGP, nous sommes, les conseillers en gestion de patrimoine, nous sommes 3 personnes. Donc, il y a une couverture du territoire qui est beaucoup plus large qu'elle ne l'était par le passé. Donc, ça, c'est un point important. Et pour rebondir sur ce qui a été dit par Cédric, on essaye de tourner partout en région pour aller présenter auprès des CGP non seulement l'approche d'Ecofi, mais au-delà de parler de l'ISR autour de la contrainte, des labels, de la réglementation, qui certes sont des sujets passionnants, mais ça reste parfois un petit peu aride pour certains. On essaie véritablement d'apporter des sujets, enfin de présenter des sujets factuellement autour des grands enjeux de société scientifique. Quels sont les grands défis qu'ils ont face à nous? Ce sont des sujets, parfois des conclusions scientifiques qui ne souffrent d'aucune contestation. Et quand le sujet est compris, appréhendé, généralement, on permet au CGP de connaître davantage ces sujets, de choisir et de comprendre pourquoi il y a une utilité d'insérer dans les allocations des stratégies qui intègrent ces critères-là. Extra-financiers. Et c'est évidemment toute la démarche qui est la nôtre de couvrir au maximum. Donc, parce qu'on a eu quelques secondes de coupure, Antoine. Donc, ce qu'on doit retenir, tant Antoine, Bruno, de notre conférence, c'est que grâce à vos réflexions, à vos implications, à vos gestions, on peut continuer à donner du sens à notre épargne financière. Et je trouve que c'est rassurant, c'est bien. Et c'est pas, en fait, c'est du sens. Je rebondis par rapport à ce que vous disiez, c'est du sens sans contrainte. Voilà, je trouve que c'est du sens assumé. Et puis, il faut se reconcentrer autour de l'homme, c'est évident. Pascal, est-ce que d'autres questions? Alors, je bascule pour voir s'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Non. Pas d'autres questions. Parfaitement dans le timing. Ah oui, là, c'est parfait. Je vais juste rajouter un petit commentaire par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure, puisque je me suis amusé à faire les statistiques côté Patrimeta tout à l'heure pour pouvoir répondre à l'ensemble des partenaires et savoir comment la plateforme fonctionnait. Et je me suis aperçu qu'Ecofi, compte tenu de ses aspects pédagogiques qu'il mettait beaucoup en exergue sur la plateforme, était rentré parmi les plateformes les plus consultées. En tout cas, son stand était l'un des plus consultés sur la plateforme. Donc, bravo à eux d'avoir pris cet axe pédagogique qui semble répondre aux attentes des conseillers. Bon, bah, ça va faire plaisir, comment dire, à Michel Scalera de Palatine. Donc, tout va être mis pour continuer à donner un maximum d'informations et créer le buzz et du trafic. Donc, je vous recommande d'ailleurs dans ce sens-là le petit livre blanc autour de vos cafés matinal. Et il est peut-être l'heure de se quitter ou pas? Ou est-ce que Pascal, le mot de la fin ou non, le mot de la fin, je ne me permettrai pas de prendre le mot de la fin, je te le laisse, le mot de la fin. En tout cas, merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence et merci surtout à Bruno, Antoine et surtout à toi, Cédric, d'avoir œuvré sur cette typologie de conférence qui met toujours en exergue à la fois des sociétés de gestion avec des offres pertinentes et des conseillers qui sont là pour répondre à leurs attentes et aux attentes de leurs clients. Et je pense que ce dialogue est nécessaire pour faire effectivement améliorer le dispositif que vous mettez en place vis-à-vis de vos clients et surtout répondre à leurs nouvelles attentes, puisque, comme tu l'évoquais en amont, l'enquête de satisfaction montre qu'il n'y a pas que les jeunes générations qui s'intéressent à la transition, il y a aussi effectivement les grands-parents des jeunes enfants, puisqu'on est dans un cycle maintenant où effectivement, ce sont souvent les jeunes qui forment les plus âgés.
Donc, merci à vous tous. Merci d'avoir participé, Antoine, Bruno, et puis bien sûr à toi, Cédric. Et puis, on se retrouvera bientôt pour une nouvelle conférence, puisque le cycle n'est pas éteint. On a un objectif à atteindre de faire un certain nombre de conférences sur Patrimeta. On pense que ça a un intérêt très fort pour l'ensemble de nos visiteurs. On a d'autres conférences qui sont prévues sur octobre, sur novembre. Et puis, je pense qu'en décembre, on s'arrêtera pour reprendre avec force en janvier sur les perspectives 2025. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci, Pascal. Pascal. Et moi, je voudrais vous dire en ultime mot de la fin, si tu me le permets, c'est que Oui. j'ai appris des trucs. Moi, j'ai appris des trucs et j'espère que mes comparses et confrères CGP auront aussi appris des éléments sur ce que signifie cette transition juste. Donc, merci à vous deux parce que ça a été un bon moyen de se remettre en cause et puis d'approfondir nos connaissances dans un souci d'accompagnement de notre clientèle. Merci, sincèrement. Et puis, on se retrouve pour certains d'entre nous demain et après-demain sur Patrimonia. À bientôt. Et Patrimeta. Merci, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.